pour continuer les retours d'expérience, je vous remercie d'accueillir Marion Bernard, qui est BIM Manager chez GSE Group, et accompagné de Valentin Baranger, également de GSE Group, qui est ingénieur d'affaires et pilote de chantier. C'est bien ça? Vous n'avez pas les micros. Donc, avant de nous présenter le projet, donc, on va parler de la réalisation en BIM complexe, du complexe cinématographique Europarc La Joliette à Marseille. Un petit mot pour vous présenter en 1 minute. Merci. Alors, je suis BIM Manager chez GSE depuis 2014. Et donc, j'ai travaillé sur la coordination des maquettes sur le projet EuropaCorp à La Joliette. Valentin Baranger. Alors, moi, je suis pas tout à fait ingénieur d'affaires, je suis assistant ingénieur d'affaires. Je suis entre ingénieur d'affaires et pilote de chantier, donc planning, suivi de planning, coordination, tout ça. Et moi, pour cette conférence, je vais plus vous parler du BIM, en quoi ça m'a servi durant le chantier. Donc vraiment sur le terrain, à quoi ça m'a servi. D'accord. Alors, je vous donne les commandes, ouais. Si vous voulez. Après, si vous voulez que je fasse défiler, dites-le moi. C'est la petite flèche du milieu. D'accord. Alors, votre cœur de métier chez GSE, c'est davantage de l'immobilier d'entreprise. Vous êtes spécialisé dans toutes les infrastructures logistiques, des unités de production. Mais là, pour le Rex, vous nous avez proposé un sujet qui va être un peu plus... qui va un peu plus concerner les professionnels présents. Il s'agit donc d'une unité commerciale ou un document mixte, un bâtiment mixte, c'est bien ça? C'est ça, c'est un multiplex. Alors, c'est pas le cœur de métier de GSE, c'est vrai, mais c'était pas notre premier, c'était notre troisième multiplex de ces dernières années. Et c'est le premier en centre-ville. D'accord. Voilà. Alors, présentez-nous ce projet et on va parler de pourquoi et comment le BIM. Voilà. Alors plutôt vers... vers l'ordinateur. Oui. Voilà. Très bien. Alors, je vais démarrer. Vous avez la vidéo? La vidéo, on n'aura pas le temps, je suis navré. D'accord, parce que je comptais expliquer en fait sur la vidéo pendant Non, je suis navré. J'aurais dû vous le dire avant, mais vous l'avez vu, on a beaucoup de contenu, pas mal de questions. La vidéo, on pourra... Vous voulez vous appuyer sur la vidéo? C'était pour illustrer simplement le temps que je parle, que vous puissiez voir la maquette. Donc, c'est pas grave. Non, mais elle n'a pas été intégrée de ce fait-là. Donc, voilà. navré. Alors, je vais peut-être alors passer un peu... Comme ça, on va s'appuyer sur cette image-là. Comme ça, vous verrez quand même la maquette du bâtiment. Donc, je cherche mes notes. Donc, dans l'équipe projet, GSE, on est contractant général. C'est-à-dire qu'on on fait des bâtiments clés en main. On s'occupe à la fois des études, des achats des lots, du suivi de chantier jusqu'à la livraison. Et tout ce process-là est fait en interne. Sur le projet, on avait un directeur de projet, un ingénieur d'affaires. On avait aussi Valentin, qui est à la fois assistant ingénieur d'affaires et pilote, ainsi que 2 pilotes pour l'équipe GSE. Ensuite, on avait, nous, l'équipe BIM, qui est en fait un service support. On est vraiment une grosse équipe BIM chez GSE à développer des outils et des méthodologies. Et on était 2 BIM designers et 1 BIM manager à suivre le projet. À partir en fait de la phase exécution, alors peut-être au début, le BIM a commencé très tôt sur ce projet-là puisque le permis de construire a été fait en BIM par l'architecte qui est MAP, une agence marseillaise. Ils ont tout modélisé, la maquette, pour le dépôt du permis de construire. Donc on partait vraiment avec une base très tôt dans le projet en BIM. On a décidé de poursuivre cette méthodologie dans le projet, mais à partir de la phase exécution, on a récupéré la maquette en interne pour la modéliser chez GSE en interne. C'était à la fois pour des questions d'interopérabilité avec les logiciels et aussi d'organisation générale du projet. On a décidé en fait de reprendre la maquette chez nous avec le logiciel Revit, tandis que le permis de construire avait été déposé
par map avec le logiciel Archicad. Ça a été vraiment une décision importante dans le processus du projet. Donc, en phase exécution, Oui. on a eu plusieurs, comme je l'ai écrit là, en fait, on a eu plusieurs maquettes, 4 maquettes principales qu'on a assemblées les unes aux autres. On a fait donc du BIM niveau 2, c'est-à-dire que chaque entreprise avait sa maquette propre qu'il pouvait modifier sans pouvoir modifier les maquettes des autres. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on compilait tous les lots ensemble pour vérifier l'harmonie générale, la cohérence du projet. Oui. On a eu des entreprises avec des niveaux, de l'expérience BIM très différentes. Pour ce qui est chez GSE, ça fait un moment maintenant, ça fait plusieurs années qu'on fait du BIM, donc on a vraiment des outils qu'on a mis en place, développés au fur et à mesure, et des compétences en interne avec quelqu'un qui nous aide aux formations, des choses comme ça. Pour les maquettes, pour les lots, en fait, gros œuvres et charpentes, là aussi, il y avait quand même un niveau BIM qui est très important parce que ce sont souvent des entreprises qui, quoi qu'il en soit, modélisent leurs bâtiments, leurs études pour pouvoir faire tous les calculs de charges, tout ça. Donc là-dessus aussi, on avait une bonne expérience de ce côté-là. Et on avait des entreprises un peu moins expérimentées, comme l'entreprise de CVC Plomberie, pour laquelle on a dû avoir une collaboration plus proche, aussi du fait qu'on utilisait le même logiciel, mais une collaboration plus proche pour pouvoir faire avancer la maquette au même rythme que la maquette architecture. Donc là, vous avez adopté votre approche et votre accompagnement, enfin le partenariat en fonction du niveau aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, dans les cas d'usage qu'on a eu de la maquette, donc le classique, l'extraction de tous les plans généralistes a été faite depuis la maquette numérique, les plans également de grosses œuvres et de charpente, et une partie des plans CVC. Le lot électricité, par contre, l'entreprise ne faisait pas de 3D. Donc là, on a dû adapter notre méthode, notamment de synthèse, pour intégrer de la 2D dans la 3D. On fait en fait on fait des coupes horizontales pour faire un plan 2D. Donc sur nos coupes horizontales à l'altimétrie qu'on choisissait, où on voyait le CVC, on a pu intégrer l'électricité qui n'était qu'une couche fine en 2D. Ça veut dire que ça n'était pas exigé de la part du prestataire, cette compétence 3D dans... Non, c'est au moment où on a choisi, où on avait soit une entreprise disponible de suite, soit une entreprise disponible plus tard, mais qui faisait du BIM. Donc c'était en connaissance de cause finalement. Voilà, c'est ça. Et c'est un lot qui nous a pas trop pénalisé. Voilà. D'accord. En cas d'usage aussi, on a eu l'aide à la décision en visualisation de la maquette, beaucoup pour le maître d'ouvrage, pour plusieurs choses, beaucoup d'aménagements intérieurs du cinéma qui ont été décidés suite à l'extraction de visuels, les enseignes, les choses comme ça. Et aussi la maquette, on l'a beaucoup utilisée comme support de réunion. Les réunions hebdomadaires se faisaient toujours avec la maquette ouverte. C'était un principe qu'avait mis en place le directeur de projet. C'est sûr qu'il y a des semaines où ça ne servait pas beaucoup, mais il y avait des semaines où c'était un vrai support d'échange. De médiation finalement. C'est ça. D'accord. Oui. Et ça, c'est le fait de toujours avoir la maquette ouverte. Ça permet d'accéder aux informations rapidement et de faire vivre vraiment cette maquette. Est-ce que pour les acteurs moins mûrs, ou en tout cas moins expérimentés dans le BIM, c'était aussi une meilleure manière de vulgariser l'approche? Et de la visualiser. Après, c'était toujours un BIM manager ou un BIM designer qui manipulait la maquette. Donc il y a ça aussi qui fait que l'approche était relativement simple. Très bien. Valentin, je te laisse parler de l'application sur chantier. Voilà, donc sur le chantier, je m'en suis servi de temps en temps. Ça m'a pas mal servi, je pense surtout pour la simplicité. Ça permet d'accéder rapidement à des informations clés sans avoir à superposer plein de plans. Voilà, et ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est très simple d'utilisation. Moi, j'utilisais Navisworks, donc la liseuse.
Donc sans base, sans formation, on arrive assez rapidement à manipuler l'objet et à accéder à des informations clés rapidement. Donc moi, l'exemple que j'ai toujours en tête, c'est par exemple pour les plénums. On a des plénums qui sont assez réduits et rapidement les poutres peuvent être problématiques. Donc on peut rapidement mesurer la taille du plénum avec notre poutre et voir si ça Donc passe. là, on voit un exemple de confrontation finalement. Alors ça, c'est un exemple très concret auquel on a été confronté sur chantier. Donc là, on a notre gaine CVC qui arrive et qui devait aller dans une salle qu'on ne voit pas, qui est derrière le mur placo. Et il y a un clash qu'on n'avait pas su détecter. Donc la gaine CVC traverse la charpente. Donc la première idée qu'on a au début, quand on voit ça sur chantier, c'est on va passer en dessous. Mais là, on voit que sur la maquette BIM, où il y a tout qui est superposé, on voit qu'il y a une petite passerelle. Donc c'est les accès en fait aux régies, aux salles de projection, autrement dit. Et donc là, on voit tout de suite, on se dit non, c'est pas possible. Sans avoir fait des recherches, en 2 secondes, on l'a vu. Donc après, grâce à Marion, on a pu chercher un petit chemin pour s'y introduire et passer. Donc rapidement, on accède à des informations et on résout des problèmes. Je pense que c'est ça la principale qualité du BIM ou même de la numérisation en général, de faciliter et d'aller plus vite. Et donc, comme je l'évoquais, voilà, c'est ça. Comme je l'ai évoqué, on a eu pas mal de difficultés d'application par rapport à l'interopérabilité des fichiers. Alors, on échange toujours en IFC, mais on ne sait jamais bien ce que les logiciels de départ peuvent exporter en IFC ou ne peuvent pas exporter en IFC. Souvent, on a des pertes de données ou alors des choses, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais on se retrouve avec une poutre qui part en verticale au lieu d'être horizontale. Il y a des choses qui se perdent en IFC et c'est vrai que Est-ce que comme ça, à la louche, vous pouvez dire, par rapport aux maquettes initiales, originales existantes, combien de logiciels différents ou d'applications, de solutions, finalement, doivent entrer dans ce projet alors, avant convergence? On avait, il me semble, on avait entre 4 et 5 logiciels différents pour faire vivre cette maquette. En plus des lots que j'ai énoncés, on avait aussi des lots de menuiserie intérieure avec du mobilier intégré qui était modélisé aussi, qu'il fallait intégrer à notre maquette. Et tout ça, c'est vrai que c'était difficile. Sans connaître les logiciels de départ, on ne sait pas trop ce qu'on peut attendre du fichier IFC qu'on a à la fin. Et petit à petit, on se fait des outils, on se fait des fiches de rappel que si une entreprise travaille avec tel logiciel, il faut que je demande ça, ça, ça. Notamment la partie charpente, tout ce qui est boulons et pièces d'attache, c'est des choses qui sont très lourdes. Ça veut dire que vous vous êtes fait vos petits mémos à vous pour résumer, c'est ça? Oui. Donc, ok, bon, c'est bien. Et petit à petit, on apprend que tel logiciel peut faire telle opération, tandis que tel autre non. Et on apprend comme ça à avoir des méthodes de travail pour chacun qui permettent d'arriver à une maquette cohérente. Mais ça veut dire que l'interopérabilité, les solutions elles-mêmes n'apportent pas ces niveaux d'information systématiquement. C'est-à-dire leur compatibilité ou non, ou leur niveau d'adaptation. Oui. Et ils n'apportent pas de solution, mais de plus en plus, je m'aperçois sur certains logiciels techniques, notamment pour la structure, on trouve des fiches d'aide pour ça. Juste en allant chercher sur le site internet, comment faire fonctionner Tekla en IFC pour l'intégrer dans Revit. On arrive de plus en plus de logiciels mettent à disposition des ressources pédagogiques. Ouais. Donc ensuite, on a eu, dans les limites de l'utilisation, ce sont les modifications qu'on a eu. Beaucoup de modifications pendant le chantier, à une phase où la maquette est très avancée, très détaillée. Et autant une maquette, elle est facile à modifier quand on n'est pas trop dans le détail, autant quand on est vraiment dans le détail, c'est beaucoup plus difficile. Ici, j'ai mis un exemple en fait de gradins de cinéma, qui sont des gradins tout simples, mais quand la taille des fauteuils a changé,
la profondeur des gradins a changé. Les hauteurs, on a eu un gradin en moins, des hauteurs de marche qui ne fonctionnaient plus. Et tout ça, ce sont beaucoup de morceaux de sol qui sont mis côte à côte parce que les finitions des gradins ne sont pas les mêmes selon si on est sous un fauteuil ou dans une allée. Et ça a été des modifications pour 14 salles. On a passé une journée et demie par salle au final, juste pour l'architecture, pour tout remettre à jour, aux normes, tout ça. Donc c'est vrai que ce sont des choses... L'outil est relativement lourd quand on est très avancé. Alors je vois qu'il y avait des lots en 2D, c'est ça, dans ce projet donc, c'est ce que j'ai expliqué, notamment l'électricité. Le lot électricité et certaines extractions de structures qu'on arrivait à visualiser seulement en 2D. Et donc là aussi, une méthodologie à mettre en place, parce que quand on est plusieurs BIM managers ou designers à travailler sur le projet, il faut que tout le monde ait la même méthodologie pour avoir le même résultat de synthèse au final, pour servir l'équipe projet. Je peux... Oui. Et chez GSE, alors à chaque fois qu'on a un projet en BIM, on s'en sert aussi pour faire des tests d'innovation. Et donc là, on a testé 2 solutions. Une solution de suivi de chantier en réalité augmentée. On l'a essayé ponctuellement pour voir quelles sont les applications autres de la maquette numérique qu'on peut avoir. De ne pas se cantonner à la maquette comme support de Valentin, vous avez utilisé ça, la réalité augmentée, pour le suivi de chantier ? Non. Non. Ça, ils ont testé en fait. Ouais. Ils ont testé pour voir si ça marchait, les défauts qu'il y avait. Et mais je l'ai testé une fois. Ouais, je l'ai testé une fois. D'accord. Mais il y a encore quelques pistes d'amélioration à faire pour que ça soit vraiment super utile. Mais je pense que ça, en réglant les défauts, ça peut donner parce que quelque finalement, on chose de disait très tout à l'heure, intéressant. avoir une maquette en support de médiation, de communication, entrer dedans, c'est peut-être encore mieux. C'est même encore mieux. Et donc là, on avait fait un POC avec une start-up qui nous avait permis de superposer la maquette au chantier. Et ça a été uniquement un test parce que là aussi, ce sont des solutions qu'on essaye. Des fois, ça marche, des fois, c'est limité et donc on n'en a pas l'application directe. Et ensuite, celui de gauche, c'est une application qu'on a développée, plus commerciale, pour avoir, sur la base du téléphone, avoir accès à la maquette, là, pour le client plus commercial, en 3D en permanence. D'accord, d'accord. Donc, ok, très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ah oui, bah oui, quand même. Je vais prendre un micro pour les éventuelles questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté ? Après, je vous avais déjà parlé tout à l'heure, mais on reviendra peut-être vers vous s'il n'y a pas trop de monde. Excusez-moi. Bonjour, je suis Monsieur Moravit du GISIS de Vaucluse. Et ça tombe bien, j'attendais le 4e exemple. Quand vous dites que le projet est né par la BIM à partir du dépôt de permis avec la BIM, la question que je me pose, c'est les services instructeurs, comme les mairies, les SDIS et tous les autres organismes. Comment ils ont géré ça ? Alors, le projet a été modélisé, mais le dépôt de permis a été un dépôt classique. La maquette nous a simplement servi à extraire les coupes, les façades, les plans. Et on a remis la même chose que pour tout type de projet. Vraiment, la maquette, là-dessus, on a rajouté, peut-être par rapport à un dépôt classique, on a rajouté des visuels 3D en plus. Mais sinon, c'est vraiment un dépôt classique. On arrive à refaire les mêmes documents que si on dessine en 2D. Allez, je plaisantais évidemment, allez-y, posez votre question. Est-ce que d'après votre expérience, vous constatez un gain de temps dans l'exécution du chantier ? Au début, oui, parce qu'on avait réussi à avoir une maquette, comme je disais, qui était en phase avec le chantier. Et puis quand il y a eu trop de modifications dans une phase trop détaillée de la maquette, une phase trop avancée du chantier, là, on s'est mis à avoir du retard sur la maquette et certainement une méthodologie à peaufiner pour arriver à avoir une maquette qui suive bien les demandes de modification. Parce que sur le terrain, voilà, on a, pour aller plus vite, on se dit, bon, ben, je le fais pas en 3D, je le fais en 2D, mais il arrive un moment, hop, on coince.
et il faut prendre le temps de le modéliser en 3D. Alors, c'est vrai que là-dessus, ça a été un gros chantier, beaucoup de modifications assez complexes et à la fin, on n'a pas gagné de temps grâce à la maquette, alors qu'au début, c'était bien parti. Oui, la question, c'est de se dire, est-ce que c'est un investissement sur l'avenir, finalement, en termes d'engagement? Une dernière question? Oui, alors vous êtes passé rapidement, donc du coup, là, les architectes, enfin le cabinet MAP a déposé le permis. Donc du coup, ils n'avaient qu'une mission permis, c'est bien ça? DCE, ils nous ont fait tout le dossier de consultation. D'accord, et lors de la session, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, de la maquette numérique, est-ce qu'il y avait des clauses particulières, donc en termes de propriété intellectuelle, comment ça s'est négocié ça avec les architectes? Merci. Alors, c'est pas tellement la maquette numérique, mais plus le projet qui est leur propriété intellectuelle. La maquette numérique, c'est un support, comme on expliquait, comme on a des supports de plans. Là, on a eu leur maquette en support qui nous a permis de modéliser une autre. On a recommencé, pas de zéro, mais quasiment la modélisation en fait, de la maquette. Voilà. Oui. Et ils ont toujours gardé une mission. Je répète votre question, est-ce qu'il y avait des impacts sur l'architecture? Ils ont eu, de toute façon, tout au long de l'exécution, ils ont eu une mission aussi un droit de regard et d'approbation sur les modifications qui étaient demandées soit par les entreprises, soit par le client. Bien sûr qu'ils sont restés impliqués, même s'ils ne modélisaient plus, ils sont restés impliqués jusqu'à la fin du projet. Rapide. Allez-y, partagez. Oui. On est là pour collaborer. Oui. Donc dans le cas d'un marché privé, dans ce cas-là, oui. Non, ils ne sont pas soumis en fait aux règles de pas imposer des choix quelconques. Est-ce qu'on ne peut pas, pour améliorer le projet, imposer dès le départ, expliquer au maître d'ouvrage qu'il est important d'imposer le même logiciel à tout le monde, le même niveau pour faire avancer le projet? Est-ce qu'on ne peut pas dès le départ expliquer mieux le BIM pour que ça soit un produit efficace? Ce qui se passe, c'est qu'au niveau des solutions des logiciels, on n'a pas de logiciel universel qui fasse aussi bien le lot archi que le lot technique, que le lot CVC, que l'électricité, que la structure. On a des logiciels qui sont... on utilisait Revit, mais il ne fait pas tout. Alors, et certains logiciels, pour certains lots, des logiciels plus spécifiques sont plus adaptés en termes de rapidité de modélisation, tout ça. Ce sont des métiers différents et donc des solutions logicielles différentes aussi. Merci beaucoup Marion Bernard, merci Valentin Baranger. On peut encore une fois vous applaudir pour ce retour d'expérience.